Tu penses probablement bien te connaître. Tu crois savoir pourquoi tu réagis comme tu le fais, pourquoi certaines remarques te blessent, pourquoi certaines personnes t'énervent, pourquoi tu prends certaines décisions. Et pourtant, une grande partie de tes réactions ne sont pas vraiment conscientes. Depuis ton enfance, ton cerveau a développé des stratégies, des raccourcis, des mécanismes invisibles. Leur objectif n'est pas de te rendre plus intelligent ni plus heureux. Leur seul but, c'est de te protéger de la douleur, de la peur, de la culpabilité, ou parfois d'une vérité que tu n'es pas encore prêt à accepter. Le plus étrange, c'est que la plupart du temps, tu ne te rends même pas compte qu'ils sont en train d'agir. Voici les mécanismes de défense que ton cerveau utilise chaque jour, sans que tu le saches. Le déni. Imagine, ton médecin entre dans la pièce, son visage est sérieux, il s'assoit devant toi, puis il prononce une phrase qui pourrait changer toute ta vie. Pendant quelques secondes, tu l'entends, mais ton cerveau refuse de la comprendre. Tu te répètes que ce n'est pas possible, que les résultats doivent être faux, qu'ils se sont trompés de dossier. Tu sais pourtant ce qu'il vient de dire, mais une partie de toi refuse de l'accepter. Ce mécanisme porte un nom, le déni. Lorsqu'une réalité est trop douloureuse, ton cerveau peut décider de ne pas la laisser entrer complètement dans ta conscience. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est une protection. Comme si ton esprit baissait momentanément le volume de la réalité, pour t'éviter d'être submergé. Le déni apparaît souvent après un choc, une rupture, un deuil, une maladie, une trahison. Il donne au cerveau le temps de s'adapter, petit à petit, jusqu'à ce que la réalité devienne supportable. Le problème, c'est que lorsqu'il dure trop longtemps, il finit par nous empêcher d'avancer, car on ne peut pas guérir d'une blessure que l'on refuse de regarder. La projection. Imagine maintenant une personne. Tu as l'impression qu'elle te juge constamment, qu'elle est jalouse de toi, qu'elle te critique dans ton dos. Chaque regard, chaque remarque, chaque silence te semble confirmer cette idée. Mais si cette impression ne venait pas d'elle, et si elle venait de toi? Ce phénomène s'appelle la projection. Parfois, les émotions que nous avons le plus de mal à accepter chez nous sont celles que nous remarquons le plus facilement chez les autres. Une personne très jalouse peut être persuadée que tout le monde est jaloux d'elle. Quelqu'un qui manque de confiance peut avoir l'impression que les autres le trouvent incompétent. Parce que reconnaître certaines émotions en soi peut être extrêmement douloureux. Alors le cerveau choisit une solution plus simple. Il les place à l'extérieur, sur quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire, mais simplement que nos propres peurs colorent souvent la façon dont nous voyons le monde. Au fond, nous ne regardons jamais les autres uniquement tels qu'ils sont. Nous les regardons aussi à travers tout ce que nous sommes. La réalisation. Imagine, tu viens de faire un achat, très cher. Tu savais au fond de toi que tu n'en avais pas vraiment besoin. Quelques heures plus tard, tu commences déjà à chercher des explications. J'en aurai sûrement besoin plus tard. C'était une bonne affaire. Je travaille beaucoup, je le mérite. Peu à peu, ces explications deviennent convaincantes. Tu finis même par y croire. Ce mécanisme s'appelle la rationalisation. Lorsque nos décisions sont guidées par nos émotions, notre cerveau invente ensuite des raisons logiques pour nous convaincre que nous avions raison. C'est beaucoup plus confortable. Admettre que nous nous sommes trompés demande de reconnaître que nous sommes imparfaits. Et cette idée, notre cerveau ne l'aime pas beaucoup. Alors il réécrit légèrement l'histoire. Il transforme une décision impulsive en décision réfléchie, une erreur en choix stratégique. Nous faisons tous cela. Après une dispute, après une rupture, après un échec, parce qu'il est souvent plus facile de changer l'histoire que de changer l'image que nous avons de nous-mêmes. Et pourtant, grandir commence souvent au moment où l'on accepte de dire une phrase très simple. Je me suis trompé. Le refoulement. Imagine, tu discutes avec des amis, quelqu'un évoque un souvenir de ton enfance. Tout le monde semble s'en rappeler, les lieux, les personnes, même certains détails très précis. Sauf toi, tu essaies de te concentrer, tu fouilles dans ta mémoire. Mais c'est le vide, comme si cette période de ta vie avait tout simplement été effacée. Ce mécanisme porte un nom, le refoulement. Contrairement à l'oubli classique, le refoulement ne concerne pas les souvenirs sans importance. Il touche surtout ceux qui sont liés à une émotion trop douloureuse, un choc, une humiliation, une peur intense, ou un événement que le cerveau n'était pas capable de gérer à ce moment-là. Plutôt que de laisser cette souffrance envahir notre conscience, le cerveau la pousse hors de notre champ de vision. Le souvenir n'a pas forcément disparu. Il devient simplement beaucoup plus difficile d'y accéder, comme un livre rangé au fond d'une bibliothèque dont on aurait oublié l'existence. Les chercheurs pensent que ce mécanisme nous aide parfois à continuer d'avancer, à vivre, à grandir, sans être constamment submergé par certaines émotions. Mais il arrive aussi que ces souvenirs réapparaissent, à travers une odeur, une musique, un lieu, ou une situation qui ressemble à celle d'autrefois, parce que notre cerveau n'efface pas toujours ce qui nous fait souffrir. Parfois, il attend simplement le moment où nous serons capables de l'affronter. Le déplacement.
Imagine, tu passes une très mauvaise journée, ton patron te parle sèchement, tu encaisses, tu ne réponds rien. Quelques heures plus tard, tu rentres chez toi. Quelqu'un te pose une question pourtant anodine, et sans vraiment comprendre pourquoi, tu t'énerves. Tu réponds plus fort que nécessaire, puis presque immédiatement, tu regrettes. Cette personne n'avait rien fait. Alors pourquoi avoir réagi comme ça? Ce mécanisme s'appelle le déplacement. Lorsque nous ressentons une émotion très forte, notre cerveau cherche parfois un endroit plus sûr pour l'exprimer. Il sait qu'il serait risqué de se mettre en colère contre son supérieur, contre un professeur ou contre une personne dont nous dépendons. Alors cette émotion reste bloquée, jusqu'à trouver une autre cible, souvent quelqu'un de plus proche ou de plus vulnérable. Ce n'est pas une décision consciente, c'est un raccourci, une façon pour le cerveau d'évacuer une tension devenue trop importante. Le problème, c'est que cette émotion finit souvent par atteindre quelqu'un qui n'en est absolument pas responsable. Voilà pourquoi une mauvaise journée au travail peut parfois provoquer une dispute à la maison. Pourquoi une frustration accumulée pendant des semaines peut exploser à cause d'un détail insignifiant. Notre cerveau ne choisit pas toujours le bon moment, ni la bonne personne. Il cherche seulement à relâcher la pression. La dissociation. Imagine, tu traverses un moment extrêmement difficile. Les émotions sont si fortes que tu as l'impression de ne plus vraiment les ressentir. Tu regardes autour de toi, tout semble normal. Et pourtant, le monde paraît étrange, comme si tu observais ta propre vie à travers une vitre. Les voix semblent plus lointaines, le temps paraît différent. Tu as même parfois l'impression d'être spectateur de ton propre corps. Ce mécanisme porte un nom, la dissociation. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, il ne s'agit pas d'un bug du cerveau, mais d'une protection. Lorsqu'une situation devient trop douloureuse, trop stressante ou trop traumatisante, le cerveau peut temporairement diminuer l'intensité de ce que nous ressentons, comme s'il baissait le volume de nos émotions. Pendant quelques instants, la souffrance devient plus supportable, mais cette protection a un prix. En réduisant la douleur, elle donne aussi l'impression que le monde est moins réel, que quelque chose s'est déconnecté. La plupart des personnes vivent de légers épisodes de dissociation au moins une fois dans leur vie, après un accident, un choc, une fatigue extrême ou une période de stress intense. Et dans la grande majorité des cas, cette sensation disparaît progressivement. La dissociation n'est pas là pour nous éloigner de la réalité. Elle est là pour empêcher la réalité de nous briser lorsque notre cerveau estime que nous avons atteint nos limites. L'intellectualisation. Imagine, quelqu'un t'annonce une mauvaise nouvelle. Les personnes autour de toi sont bouleversées. Certaines pleurent, d'autres restent sans voix. Mais toi, tu commences immédiatement à chercher des explications. Tu analyses, tu réfléchis, tu lis des articles, tu cherches à comprendre exactement ce qui s'est passé. Comme si résoudre le problème était plus important que ressentir ce qu'il provoque. Ce mécanisme porte un nom, l'intellectualisation. Lorsqu'une émotion devient trop difficile à supporter, le cerveau peut décider de la remplacer par l'analyse. Au lieu de ressentir, il cherche à comprendre les chiffres, les faits, les causes, les probabilités, tout ce qui semble logique. Parce que la logique paraît souvent moins douloureuse que l'émotion. Certaines personnes deviennent expertes pour expliquer ce qu'elles vivent, sans jamais vraiment le vivre. Elles peuvent décrire parfaitement leur tristesse, leur colère, leur peur. Mais lorsqu'on leur demande ce qu'elles ressentent réellement, le silence s'installe. L'intellectualisation n'est pas un manque d'émotion, c'est parfois l'inverse. Les émotions sont tellement fortes que le cerveau préfère les transformer en réflexion. Comprendre peut être rassurant, mais il arrive aussi qu'à force d'expliquer nos émotions, nous oublions simplement de les ressentir. La formation réactionnelle. Imagine, tu rencontres quelqu'un et sans raison apparente, cette personne t'agace immédiatement. Tu ressens une forme de jalousie ou peut-être de colère, mais au lieu de montrer cette émotion, tu fais exactement l'inverse. Tu deviens excessivement gentil. Toujours disponible, toujours souriant, comme si tu voulais convaincre tout le monde, et peut-être toi-même, que tu apprécies réellement cette personne. Ce phénomène s'appelle la formation réactionnelle. Lorsqu'une émotion paraît inacceptable, notre cerveau peut la remplacer par son opposé. L'agressivité devient une gentillesse excessive. La peur devient une confiance affichée. L'insécurité devient de l'arrogance. Ce mécanisme nous protège parfois de sentiments que nous avons du mal à accepter, parce qu'il est plus facile de montrer une émotion différente que d'affronter celle qui nous dérange réellement. Le plus surprenant, c'est que nous pouvons croire sincèrement à ce nouveau comportement, sans réaliser qu'il cache simplement quelque chose de plus profond. Notre cerveau ne fait pas disparaître certaines émotions, il leur met parfois un masque, la compensation. Imagine, depuis toujours, tu as l'impression de ne jamais être assez, pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez fort. Alors, tu travailles plus que les autres, tu t'entraînes davantage, tu perfectionnes chaque détail, tu refuses d'abandonner. Petit à petit, les autres commencent à admirer ta détermination. Ils pensent que tu as toujours eu confiance en toi. Ils ignorent souvent que cette force est née d'une blessure. Ce mécanisme porte un nom, la compensation. Lorsque nous nous sentons fragiles dans un domaine, notre cerveau cherche parfois à développer une autre partie de nous-mêmes. Une personne qui se sent peu sûre d'elle peut devenir extrêmement compétente dans son travail. Quelqu'un qui a grandi avec un manque de reconnaissance peut chercher à accomplir de
grandes choses. La compensation est fascinante, parce qu'elle transforme parfois une faiblesse en véritable moteur. Certaines des plus grandes réussites humaines sont peut-être nées de ce mécanisme. Mais il existe aussi un piège. À force de vouloir prouver quelque chose, on peut oublier pourquoi on avance réellement. Cherche-t-on le succès ou simplement à réparer une ancienne blessure? Notre cerveau transforme parfois nos cicatrices en carburant. L'humour. Imagine, tu connais sûrement quelqu'un qui plaisante tout le temps, peu importe la situation. Même lorsque tout va mal, il trouve encore une blague, il fait rire tout le monde et donne l'impression que rien ne peut l'atteindre. Puis un jour, tu découvres tout ce qu'il traversait en silence. Et soudain, toutes ces blagues prennent un autre sens. Ce mécanisme s'appelle l'humour. L'humour peut être un mécanisme de défense. Lorsque une émotion devient difficile à porter, notre cerveau peut choisir de la transformer en sourire, en ironie, en autodérision, parce que faire rire permet parfois de respirer, de reprendre le contrôle, de rendre une douleur un peu moins lourde. L'humour ne fait pas disparaître la souffrance, il change simplement la manière dont nous la portons. C'est probablement l'un des mécanismes de défense les plus étonnants, parce qu'il protège non seulement celui qui souffre, mais aussi ceux qui l'entourent. Certaines personnes utilisent leurs larmes, d'autres utilisent leur sourire, et parfois, les deux racontent exactement la même histoire. Ce qui est fascinant avec tous ces mécanismes, c'est qu'ils ne sont pas des erreurs, ils ne sont pas des bugs. Ils existent parce que, pendant des millions d'années, ils ont aidé notre espèce à survivre, à continuer d'avancer malgré la peur, malgré les pertes, malgré les traumatismes. Ton cerveau ne cherche pas à te mentir, il cherche à te protéger, parfois efficacement, parfois maladroitement, et parfois il te protège si bien que tu ne réalises même plus qu'il est en train de le faire. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas apprendre à les faire disparaître, c'est simplement apprendre à reconnaître le moment où ils prennent le volant à ta place. Parce que à partir du moment où tu les vois, tu peux enfin choisir si tu veux continuer à les laisser décider pour toi. Et toi, lequel de ces mécanismes t'as-tu le plus reconnu chez toi? Dis-le en commentaire. Et si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ton propre cerveau, abonne-toi. Parce que parfois, le plus grand mystère que nous essayons de comprendre, c'est simplement nous-mêmes.